Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, on va avoir la joie, oui, de recevoir comme invité un des gagnants de la Coupe Grey, un des membres des Argonauts de Toronto, le Montréalais Brian Arélimana, qui n'a pas beaucoup dormi depuis la conquête de la Coupe Grey par les Argonauts de Toronto. Il y a Jean-Vincent Poussy-Audette, le coordinateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa, qui va venir mettre la table pour le match de la Coupe Vanier. Oui, le Rouge et Or qui a accédé à la grande finale encore une fois. Donc, on va parler de tout ça avec Jean-Vincent. Mais on va commencer l'épisode en compagnie de Marc-André afin d'y aller de nos réactions excessives à la suite de la 11e semaine d'activité du côté de la NFL. Et Marc-André va y aller plus tard également, bien sûr, comme il le fait toutes les semaines de ses recommandations en termes de fantasy football. Marc-André, ça a été tout un dimanche de football avec la Coupe Grey, bien sûr, à Vancouver, mais du côté de la NFL, on a eu droit vraiment à de bonnes rencontres. On va commencer avec nos réactions excessives. Je vais y aller en premier. Puis ma réaction excessive, je ne sais pas si c'est réellement des réactions excessives, mais pour moi, ça devient de plus en plus évident que les Lions de Détroit vont gagner le Super Bowl. Écoute, ils ont écrasé les Jaguars de Jacksonville. Peut-être que je ne devrais pas dire ça après une victoire contre les Jaguars. On a gagné 52-6, mais les Lions sont un rouleau compresseur depuis le début de la saison. Et les bonnes équipes, ben c'est ça qu'elles sont supposées faire. Elles sont supposées éclater les mauvaises équipes lorsqu'elles les affrontent. Puis présentement, il n'y a pas de pire formation dans la NFL que les Jaguars de Jacksonville. D'ailleurs, je suis surpris que Doug Peterson ait toujours son emploi. En tout cas, peut-être plus tard durant la semaine, on va apprendre qu'il est libéré de ses fonctions, étant donné que les Jaguars ont une semaine de congé. Mais pour moi, c'est ça ma réaction excessive à la suite des matchs de la 11e semaine d'activité. C'est que les Lions de Détroit, oui, les Lions de Détroit seront champions du Super Bowl. Chers auditeurs, on se parle pas, moi puis Didier, pour nos réactions excessives, mais à partir de cette semaine, on va se parler. On va s'en reparler avant parce que j'avais écrit moi aussi, les Lions vont gagner le Super Bowl. Fait que quoi dire de plus, Didier? Ils ont marqué un touché à chacune de leurs 7 premières possessions à l'attaque lors du dernier match. Le calendrier n'est pas facile, par exemple, pour les Lions d'ici la fin de la saison. Les Packers, les Bills, les Vikings, les Niners. Quoi dire de plus? On va falloir se parler la prochaine fois parce que moi aussi, à la suite des matchs de dimanche, je m'étais dit stoppons les presses, donnons le Vince Lombardi tout de suite aux Lions parce que tu l'as dit, c'est un rouleau compresseur. Faut pas oublier que cette équipe-là avait une avance de 17 points à la mi-temps face aux Niners en finale d'association nationale l'année dernière. Ouais. Je pense que les Lions sont en train de prendre la maturité. Tu sais, le fameux adage, là, apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner. Mais je pense que les Lions, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Je pense vraiment qu'ils s'en vont jusqu'au bout cette saison, n'en déplaise à mes Eagles. Oui, en espérant que Dan Campbell ne va pas de Paris en quatrième essai dans son territoire, comme il avait fait l'année dernière contre les 49ers de San Francisco. Là, puis c'est ça qui avait coûté le match en plus. Fait que, j'espère qu'il a appris, mais on l'a vu essayer encore des fois des quatrième essais un peu douteux depuis le début de la C'est saison. la mentalité de Dan Campbell. On veut juste pas battre l'adversaire, on veut les démolir. Je veux dire, je le vois Dan Campbell à la mi-temps, fait comme on a eu 28 points d'avance, c'est pas grave, on va en mettre 42. La semaine dernière, j'ai parlé au niveau fantasy de peut-être que Jared Goff, ça sera pas payant la semaine dernière à cause qu'on va utiliser le jeu au sol. C'est ce qu'on a fait. On a utilisé le jeu au sol. Mais même en avance par 21, 28 points, Jared Goff a continué de lancer le ballon à outrance. 4 passes de toucher. Bref, les Lions, comme tu dis, c'est une méchante machine de football en ce moment. Ouais, en termes de fantasy football, je crois que la leçon à tirer de ça, c'est que dès que tu as un joueur qui affronte les Jaguars de Jacksonville, il doit faire partie de la formation partante, là, peu importe. Là, c'est la déroute complète à sauf Jacksonville si, présentement. Mais écoute, ouais, vas-y. sauf s'il est un membre des Vikings. Ah ouais, 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 c'est ça, ouais, à cause de la performance il y a 2 semaines. Ouais. Ben écoute, Marc-André, on va se retrouver un peu plus tard afin de parler de fantasy football, mais aussi pour faire le tour de toutes les rencontres qui seront présentées lors de la 12e semaine d'activité du côté de la NFL. Alors, on se parle un peu plus tard. Mais comme vous le savez, bon, les Argonauts de Toronto ont gagné la Coupe Grey à Vancouver au cours du week-end dernier contre les Blue Bombers de Winnipeg. On a un ancien des Carabins de l'Université de Montréal et maintenant champion de la Coupe Grey comme invité. Il s'agit de Brian Arélimana des Argonauts. Brian, tu as l'air d'un homme fatigué. Dis-moi, c'était le défilé des champions
à Toronto mardi. On enregistre le podcast le mercredi matin. Excuse-moi de t'avoir fait lever de bonne heure. J'imagine que tu n'as pas dormi beaucoup là, depuis la rencontre. Didier, j'ai perdu la voix, j'ai perdu le sommeil, mais ça a valu la peine. C'est une semaine incroyable. C'est tout ce que j'ai cru, c'est tout ce que j'ai cru être champion. Puis on a eu une super parade hier. On festoie depuis dimanche passé après la game. Fait que, je regrette rien de rien. Je vais perdre la voix 1 million de fois s'il faut pour gagner des championnats comme ça. Ben justement, parle-nous de comment ça a été là, dans les heures qui ont suivi votre victoire surprise. Tu sais, pour les gens qui ont jamais gagné un championnat, peu importe le niveau. D'ailleurs, pour toi, c'est ton premier championnat. Tu joues au football depuis que tu es tout jeune. Là, donc, dis-moi là, comment tu as vécu ça, là, les heures, ben, la nuit suivant, justement, là, la réalisation de ton rêve. Personnellement, Didier, moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps le réaliser. On dirait que comme la journée de la Coupe Grey a été tellement longue avec, en fait, juste le match de football est beaucoup plus long. Le warm-up, il commence. Après ton warm-up, t'as du temps d'attente avant d'embarquer sur le terrain. Euh, L'avant-match est beaucoup plus long. Les pauses sont un peu plus longues durant le match. Fait que tout était long durant la journée. Par contre, quand le dernier sifflet il a sifflé, puis on savait que c'était fini, euh, ça a été tellement rapide. J'en reviens pas qu'on est déjà mercredi. Pour moi, tout ça s'est passé il y a 10 minutes. Fait que, et je te dis ça, tu sais, on a eu la parade d'hier. Depuis dimanche soir, on festoie l'équipe, les gars. Euh, j'ai toujours pas réalisé qu'on est champion. Fait que, tu sais, on n'avait aucun doute, nous. On est rentré dans la semaine de la Coupe Grey avec beaucoup de confiance. On savait qu'on pouvait gagner ce match-là malgré malgré le 9, je pense qu'on était 9 points, si je me trompe pas, de Ouais. underdog. Négligé par 9 points et demi, ouais. 9 points et demi exactement. Tu sais, on s'est dit, s'il y a une équipe qui pouvait le faire cette année, c'était bien et ben nous qui a joué 11 ou 12 matchs sans notre carrière partant durant la saison. Fait que on n'avait aucun complexe d'infériorité, on n'était vraiment pas stressé. Fait que ça a été une semaine incroyable. Ça a passé vite, mais ça a été long en même temps. Puis, comme je te dis, on est mercredi, puis j'en reviens toujours pas. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine, là, justement, de la Coupe Grey? Parce que tout au long de la semaine, c'est juste de ça que les médias parlaient, là. C'est du fait que vous étiez privé des services de Chad Kelly, que vous étiez les négligés. Il y a bien des gens à qui je parlais à mon arrivée à Vancouver, puis ils me disaient, ah, c'est sûr que les Bombers vont gagner. Puis, bon, moi, je te cacherai pas, j'avais favorisé Winnipeg, mais je disais aux gens, ouais, mais attendez, là, c'est juste un match de football, là, tout peut arriver. On l'a vu la semaine précédente à Montréal lorsque vous avez défait les Argonauts, puis même les Alouettes lorsqu'ils ont gagné la Coupe Grey la saison dernière, ils étaient les négligés, mais on a bien vu là, que pendant 60 minutes, tout peut arriver lors d'un match de football. Donc, vous, comment vous avez vécu ça à l'interne, là, d'entendre continuellement au cours de la semaine que les Bombers, ça allait être pratiquement une formalité pour qu'ils remportent le match? Ben, en fait, c'est un peu ce que tu dis. Tu sais, veut pas, on l'entend souvent. Les joueurs de football, il y a le cliché qui dit on n'écoute pas ce qu'il y a dans les médias, etc. Mais veut pas, on l'entend, on le Ben, vous voit, on l'entendez, lit. oui. Exactement. Tu sais, on l'entend, c'est pas comme s'il apparaît, puis on clique pas sur le lien. On le lit, mais euh, c'était pas une surprise pour nous. Je pense que c'était ça la différence, en fait. C'est qu'en rentrant dans la semaine, on s'attendait pas à être les favoris. On s'attendait pas à ce que personne pense qu'on gagnerait. Euh, Par contre, je veux dire on était quand même choqués d'être underdog de 9 points. Tu sais, on s'entendait un minimum de respect, surtout dû au fait que cette saison, on a battu Winnipeg sans notre cœur arrière en début de saison. On a également battu Winnipeg chez eux avec Chad Kelly. Fait que, tu sais, on s'est dit un minimum de respect. On s'entendait pas à ce que les gens. Puis, tu sais, on marche dans la rue. C'est la semaine de la Grey Cup. Pour les gens qui savent pas, c'est comme c'est des festivités toute la semaine. Euh, Puis il y a des fans de partout. Fait qu'on marche dans la rue, tu sais, on va manger entre coéquipiers. Puis une chose des fans des Blue Bombers de Winnipeg, c'est qu'ils voyagent très bien.
c'est reconnu dans la ligue. Ouais. Quand ils jouent sur la route, les gens de Winnipeg sont souvent là pour supporter leur équipe. Puis ils nous laissaient savoir que ça allait être un long match dimanche. Puis on trouvait ça drôle. Hmm. Puis, tu sais, ça donne beaucoup de confiance à une équipe quand tu sais que c'est toi contre tout le monde. Tu sais. Tantôt, les gars, vous parlez des Lions de Detroit. Je pense que les Lions de Detroit, leur succès est dû à ce ils ont créé l'an passé avec le Detroit versus Everybody mentality. Puis, tu sais, nous, on est rentré cette semaine, on savait que personne n'allait voter pour nous. Puis, petit à petit, le feu a brûlé, il a brûlé, il a brûlé, il a brûlé. Puis, le match était dimanche, malheureusement, mais on en entendait parler depuis lundi qu'on arrivait en Colombie-Britannique. C'était le fun, c'était le fun. Tu sais, on l'a pas fait pour prouver rien à personne. Évidemment, on voulait gagner pour nous-mêmes, mais c'est toujours bien de savoir que quand tu rentres dans un match puis tu as la confiance, tu sais que tu peux gagner un match, puis le prouver, ça fait du bien. Ouais, ben écoute, encore une fois, Brian, félicitations. Tu vois, je suis en train de perdre ma voix, moi aussi. Mais écoute, je vais te laisser y Yeah. aller avant que tu perdes le peu de voix qui te reste. Puis surtout, j'espère que tu vas réussir à te coucher, à dormir. Mais en même temps, c'est tellement difficile de gagner une Coupe Grey. Tu vas avoir le temps de te reposer éventuellement là, au cours des prochains jours. Merci Didier, je retourne me coucher à l'instant même qu'on se parle, puis je me réveille, puis je retourne festoyer avec mes coéquipiers. Parfait. Écoute, tu le mérites pleinement, vous le méritez. Encore une fois, félicitations, Brian, pour tes succès et cette conquête de la Coupe Grey. Merci Didier. Alors, c'était Brian Arelimana, champion de la Coupe Grey, membre des Argonauts de Toronto. Brian qui vraiment semble avoir fait le party au cours lors des derniers jours, puis ça va se poursuivre probablement pendant toute la semaine. Ben écoutez, maintenant, on va se tourner vers le football universitaire canadien en compagnie de Jean-Vincent Poussy-Audette, oui, coordinateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa. Alors, Jean-Vincent, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu te vois, hein, gagner la Coupe Grey, ça laisse des marques, ça laisse des séquelles. Je me souviens l'année dernière, les joueurs des Alouettes, les festivités sont poursuivies, je pense, pendant un mois après la conquête de la Coupe Grey. Puis là, on vient de voir avec Brian, qui n'a pas beaucoup dormi là, lors des derniers jours. Ouais, c'est normal. C'est une expérience d'une vie. Tous les joueurs de football, depuis qu'on est petit, c'est de gagner le championnat. Puis quand tu as la chance de le gagner, il faut que tu célèbres ça. Faut vivre le moment présent. Puis il y a juste, malheureusement, tu sais, tout le monde, on vise le championnat. Il y a juste une équipe qui gagne à la fin de la saison. Sur les équipes de la CFL, il y en a 9. L'universitaire, sur 26 équipes. Quand tu as la chance de vivre ce moment-là, tu sais jamais quand est-ce que ça va se représenter. Tu penses que tu vas retourner année après année pour avoir une chance de gagner le championnat. Des fois, ça peut prendre une dizaine de 10 ans ou ça se peut que des fois tu ne retournes jamais. Fait que, je suis content pour Brian qui profite au maximum de son expérience. C'est bien mérité. Ben justement, alors là, il y a les joueurs du Rouge et Or de l'Université Laval qui ont l'opportunité de devenir eux champions de la Coupe Vanier, le match de la Coupe Vanier qui va avoir lieu samedi après-midi. Mais tout d'abord, on va parler de la victoire du Rouge et Or contre l'Université de Regina lors de la Coupe Mhm. Mitchell en demi-finale nationale. Puis on a dû effectuer une remontée à la toute fin de la rencontre. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette performance du Rouge et Or et surtout de la façon qu'ils ont été en mesure de l'emporter avec une belle séquence qu'ils ont été en mesure de mettre sur pied? Ben, c'est du football typique Laval, dans le sens que ils ont trouvé une façon de gagner. Au niveau des schemes, j'ai aimé comment que Justin s'est ajusté en deuxième demi. Le défensif a bien joué. Puis ils ont exploité Olivier Cool à outrance, leur meilleur joueur. Puis, tu sais, il faut donner chapeau aux Rams. Ils ont vraiment bien joué. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Mais Laval, ils ont réussi à faire les gros jeux qui ont fait la différence. Puis, c'est ça, Laval, c'est une équipe championne. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont resté dans le match. Je suis sûr qu'ils ne s'attendaient pas à un match aussi serré, mais les Rams ont super bien joué. Ils ont fait des gros jeux. Mais Laval a exécuté un petit peu mieux. Puis, ils ont fait les gros jeux à la fin qui comptent avec un force fumble. Puis, Olivier Cruz, la longue passe de, je pense que c'est 75 verges. C'est un gros jeu pour Laval. Oui, définitivement. Alors, ça a été une fin de rencontre spectaculaire en faveur du Rouge et Or.
Laval va maintenant affronter Laurier dans le cadre de la Coupe Vanier. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos justement là, de leur adversaire qu'on ne connaît pas beaucoup? Là? C'est ce qui arrive au football universitaire. C'est beaucoup plus local. On connaît mieux les équipes du Québec. Et puis, on s'attendait à un match facile, il faut le reconnaître, pour le Rouge et Or à la Coupe Metro. Mais encore une fois, ce match éliminatoire, Regina a tout donné. Mais là, tu t'attends à quoi là, face à Laurier? Tout d'abord, c'est quel genre de formation? Qu'est-ce qui va être à surveiller du côté de cette équipe contre le Rouge et Or? Premièrement, Didier, je suis excité. J'ai hâte de voir ce match-là. C'est les deux meilleures équipes au Canada, je pense, présentement cette année. Il n'y a pas eu d'équipe Ah Cendrillon, il n'y oui. a pas eu de surprise. Laval, ils ont eu une saison extraordinaire. Puis Laurier aussi, dans notre conférence. Nous, je connais Laurier beaucoup, on les affronte régulièrement depuis plusieurs années. Dans notre conférence, c'est l'équipe parfaite. Ils ont 8 victoires, aucune défaite. La meilleure équipe offensive dans notre conférence. Puis tu regardes à travers le Canada, c'est la troisième meilleure attaque au pays. Ils roulent avec 475 verges par match, ce qui est énorme. Euh, Première chose pour marquer de Laurier, c'est leur carrière. C'est Tyler, c'est un QB, il est 6'6, il est long, il a un bon bras, il est super agressif. Il me fait penser à Justin Herbert. Il a vraiment du swag, il a une arrogance, il aime ça, il aime ça là, en anglais, dire in your face type of quarterback. Après un premier jeu, il va narguer l'adversaire, il carbure au challenge. C'est ça, c'est un long carrière, il a un bon bras, il lance partout. Laurier, la première chose que vous pensez quand vous voyez Laurier, c'est des longs athlètes. Les receveurs sont longs, sont athlétiques. Ils font des jeux. Leur O-line est monstrueuse. Le plus petit O-line, c'est le centre à 6-2. Toutes les autres, c'est 6-5, 6-6, 6-4, 320 livres. Euh, Puis c'est ça, ils ont toute une expérience. Présentement, Laurier, ce qu'on voit, c'est une équipe qui arrive à maturité. Comme un bon vin, là. Beaucoup de leurs partenaires, surtout à l'offensive, c'est tous des troisième, quatrième, cinquième année. Fait que ça fait une différence. Ça fait plusieurs années qu'ils jouent dans le système ensemble. C'est une équipe qui est toute en attaque aérienne. Ils vont courir le ballon avec Tanner Nelb, c'est un super bon porteur, mais ils veulent passer le ballon. Ils veulent. Fait que ça va être un match-up intéressant. Les receveurs de Laval, les receveurs de Laurier, je veux dire, contre les DB de Laval. Puis le joueur surveillé, ça va être numéro 4, Jordan Header. C'est là Olivier Cool. Olivier Cool, c'est le dynamo pour Laval, c'est le receveur explosif. Il n'y a plus besoin de présentation aux gens à la maison Mhm. d'Olivier Cool, mais euh, Ethan Jordan, numéro 4, il est comme Olivier Cool, un peu plus dynamique. Il attrape des courtes passes, il peut tourner un jeu de 4 verges en 70 verges, il peut attraper des longues balles. Fait qu'ils peuvent aller long ou profond avec. Les autres receveurs, tu as Aiden Torm, je ne sais pas s'il est revenu, il était blessé la semaine dernière, mais son remplaçant, numéro 3, Hughes, il a fait un super bon travail. Des longs receveurs athlétiques qui peuvent sauter. D'ailleurs, un de leurs receveurs il a sauté par-dessus un de mes DB pour faire un premier jeu spectaculaire. Vraiment athlétique, une bonne ligne offensive. Fait que je m'attends vraiment à un match vraiment explosif. Ça va dépendre si la défensive de Laval peut contenir les explosions parce que Laurier carbure au jeu explosif. C'est pas le genre d'attaque qui va parcourir le ballon 12 vers 12 jeux consécutifs qui vont en anglais grinder pour le terrain. Ils veulent faire des longs jeux explosifs. Fait que si Laval peut limiter ces jeux explosifs-là, leurs chances de victoire vont être bonnes. Mais si Laurier commence à être trop explosif, faire des jeux à droite et à gauche, ça va être une longue journée pour la tertiaire parce que les receveurs sont bons. Puis la protection va être là. Laval, s'y amène la pression, cette O-line-là est mature. Ils sont gros, c'est des gros bonhommes. Fait que, ça va être la défensive de Laval contre l'attaque de Laurier. Puis j'ai hâte de voir ça. C'est excitant. Ça va être un bon match. Ouais, puis justement, mais quand l'attaque du Rouge et Or avec Arnaud Desjardins sera sur le terrain, qu'est-ce qu'on va devoir faire là, afin de rapatrier la Coupe Vanier à Québec? Ben, il va falloir que tu parles les trois phases du ballon. Moi, j'appelle ça un peu le small football. C'est que va falloir qu'ils jouent un possession type of offense. Qu'ils bougent le ballon, qu'ils courent le ballon, qu'ils continuent à faire des premiers jeux, garder l'attaque de Laurier sur le côté, sur le sideline. Comme un peu quand tu affrontes les Chiefs, tu gardes Pat Mahomes sur le sideline. Quand une attaque, tu fais face à une attaque explosive comme ça, tu veux quand même reposer ta défensive. Puis la même chose, c'est special team, c'est que tout le game plan va être cadré pour limiter les présences de Laurier. Parce que si tu leur donnes trop de chance, tu
trop de possession, ils finissent par trouver une façon d'être dynamique et de te faire mal avec des longs jeux. Fait que si mon game plan, si j'avais un vieux 2 à mettre pour Glenn, j'ai pas eu la chance d'y parler, c'est de vraiment contrôler le tempo, pas embarquer dans le jeu de Laurier de up and down football, d'échanger des touchés coup pour coup. Je pense que Laurier est un petit peu plus explosif et un peu plus expérimenté que Laval au niveau offensif. Mais Laval ont quand même des bonnes chances s'ils réussissent à contenir cette attaque-là qui est vraiment dynamique. Ouais, alors c'est un bon défi qui attend le Rouge et Or, mais bon, on peut jamais parier contre l'Université Laval. C'est une chose qu'on a appris au fil Oh, des ans. Un programme de Glenn yes. Constantin qui a connu tellement de succès. Alors, on va voir si on pourra garder la Coupe Vanier au Québec. On se souviendra que l'année dernière, c'était les Carabins qui ont soulevé à bout de bras le précieux trophée. Alors, du côté du Rouge et Or, ben, on verra si Laval pourra justement faire comme les Carabins ont fait l'année dernière et remporter la Coupe Vanier. Ben écoute, je te remercie, Jean-Vincent, pour ton analyse. Et puis, ben écoute, on se reparlera la semaine prochaine, puis on verra, comme je disais, si le Rouge et Or de l'Université Laval sera champion de la Coupe Vanier à nouveau. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, puis je te souhaite de passer une belle fin de journée. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Alors, c'était Jean-Vincent Paussy-Audette, coordonnateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa. Alors, on va maintenant se tourner du côté de la NFL. En fait, on avait commencé en parlant de la NFL. On regardait vers l'arrière la semaine 11 avec ben, nos réactions excessives. Finalement, Marc-André et moi, on avait la même réaction excessive. On croit au Lions de Détroit, ce qui va faire plaisir à Guillaume, également en charge de la technique du podcast. Il est un grand partisan des Lions. Mais là, on va regarder vers l'avant la 12e semaine d'activité, en commençant en parlant des Lions de Détroit qui vont affronter Exact. les Colts d'Indianapolis. Les champions du Super Bowl 59, Didier, hein. En tout cas, nos champions du Super Bowl 59. Didier, il y a eu Voilà, c'est trois décidé. matchs dans la NFL. Il y a eu 3 matchs dans la NFL cette saison qu'une équipe a gagné par 38 points ou plus. Les 3 fois, ben, ça impliquait les Lions qui ont gagné. Donc, vraiment, les Lions à 9-1 vont affronter les Colts à 5-6. Je donne pas cher, je donne pas cher de la peau des Colts dans ce match-là, moi, Lyon, Didier. Oui, Indianapolis, bon, qui est allé d'une belle victoire. Ça a été encourageant, là. Finalement, écoute, Anthony Richardson, il a connu de loin sa meilleure performance dans la NFL. Je crois qu'on s'entend là-dessus, là, contre les Jets Mhm. de New York. Il a inscrit le toucher victorieux au sol. Il a joué avec beaucoup d'aplomb, tu sais, puis ses passes étaient plus précises. Là, on va affronter les Lions de Détroit, la meilleure équipe de la NFL. Les Chiefs ont finalement perdu. On va en parler de ça un peu plus tard. Mais j'ai hâte de voir cette rencontre-là, mais je ne crois pas que défensivement, là, OK, ça a été un beau moment, cette victoire des Colts contre les Jets de New York. Je ne crois pas que défensivement, on peut ralentir l'attaque de Détroit. Là. Alors moi, je vais choisir les Lions. On n'a pas le choix de choisir les Lions. On disait tout à l'heure, ils sont comme un rouleau compresseur, mais je pense vraiment qu'on n'a pas les ressources en défense afin de ralentir la puissante attaque des Lions. 20 en 30, Anthony Richardson, quand même. 66% de passes complétées. Ouais. C'est de loin supérieur à ce qu'on avait vu de lui au début de la saison. Et même, je te dirais, dans sa carrière. Je commence à endosser le fait que je te trouvais excessif en disant que la défense des Jets était pitoyable. Je commence un peu à voir la lumière au bout du tunnel et je m'en viens dans ton wagon de train, disons ça comme ça. Les Jets ont vraiment beaucoup de difficultés en défense. Euh, Moi, je veux vous parler de Jahmyr Gibbs et David Montgomery, vraiment. Euh, Ils sont troisième dans la NFL pour les verges au sol au total, à eux deux, 152 en moyenne par match. Et ça tombe bien, on affronte la défense des Colts, qui, elle, est une des 5 pires équipes de la NFL en termes de verges au sol allouées, plus de 140 par match. C'est là que ça va se passer. Mais donc, moi aussi, évidemment, je choisis les Lions pour l'emporter, même, je te dirais, assez facilement contre les Colts. D'autres choses à dire sur ce match-là, Didier? Non, c'est beau? Non, vas-y, je pense qu'on peut passer à une autre rencontre. On voit OK. ça du même œil. Parfait. Les 49ers de San Francisco à 5-5 vont affronter les Packers à 7-3. Et du côté des Niners, on dit que dans le camp des 49ers que Nick Bosa pourrait manquer à l'appel. Est-ce que ce sera une perte qui sera suffisante pour Jordan Love et les Packers pour l'emporter?
Personnellement, ce sera un match serré selon moi. Ouais, je crois que ça va être une rencontre serrée aussi, mais les 49ers ne cessent de me décevoir. Là je croyais, tu sais, après, avec le retour au jeu de Christian McCaffrey, on avait eu une semaine de congé aussi. Là, je me disais, bon, ben, ça y est, là, les 49ers vont nous montrer de quel bois ils se chauffent. Puis là, tu l'as dit, on a une fiche de 5 victoires et 5 défaites. Ça n'a pas été un bon match la semaine dernière pour Brock Purdy. Là, on va affronter les Packers au Lambeau Field. Pour une dernière fois, là, je vais endosser les 49ers de San Francisco. Je me dis, là, parce que Jordan Love est victime de revirement. Je vais y aller avec une victoire des 49ers de San Francisco, mais encore une fois, là, ils ont perdu contre les Seahawks de Seattle la semaine dernière. On n'est pas capable de trouver notre rythme depuis le début de la saison du côté des Niners, mais même lorsqu'on gagne, tu sais, on n'est pas allé nécessairement de victoire convaincante. Ça a été des matchs serrés. Alors là, pour une dernière fois, là, je vais endosser les 49ers. Je vais les choisir afin de l'emporter contre les Packers, mais j'ai vraiment pas confiance en mon choix. Les Packers ont alloué 390 verges d'attaque à l'adversaire dans 2 de leurs 3 derniers matchs. Et c'était contre. Et 2 de ces équipes-là, c'était les Bears et les Jaguars. Je les excuse de la Mhm. défense des Packers parce qu'on s'entend, c'était 2 puissances offensives de la NFL. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire que la défense des Packers est vraiment suspecte dernièrement, selon moi. Par contre, les 49ers, d'après moi, ont 3 défaites cette saison lorsqu'ils ont les devants au 4e quart et je pense que ce sera un match serré. Je pense que le fait que les Packers sont à domicile vont jouer à leur faveur. Moi, je vais prendre les Packers dans ce duel-là pour l'emporter contre les 49ers dimanche. Les Cardinals de l'Arizona à 6 et 4 vont affronter les Seahawks à 5 et 5. C'est le premier de 2 affrontements en 3 semaines entre ces 2 rivaux de la division ouest de la nationale. Ouais, ça, c'est un des matchs que j'ai le plus hâte de voir là, au cours de la semaine prochaine. Bon, on vient de voir là, des faits saillants de la victoire des Seahawks de Seattle contre les 49ers de San Francisco. On est revenu de l'arrière pour l'emporter. Mais les Cardinals sont possiblement la plus grande surprise là, depuis le début de la saison de la NFL. Ils avaient congé la semaine dernière. La dernière fois qu'on les a vus, eh bien, ils sont allés d'une victoire impressionnante. Mais ils sont tellement robustes, les Cardinals. C'est la dernière fois qu'on les avait vus, bon, ça avait été contre les Jets. On avait été en mesure de courir avec le ballon. On avait gagné la bataille de la robustesse. Là, on va aller à Seattle contre les Seahawks. Il va y avoir une atmosphère incroyable à Seattle pour cette rencontre-là, une atmosphère de match éliminatoire. Les Seahawks qui viennent de l'emporter contre les 49ers de San Francisco. Tu sais, depuis le début de la saison, moi, lorsqu'on parlait, là, lorsqu'on y allait de nos prédictions durant l'été, j'aimais beaucoup cette formation des Seahawks de Seattle. Du côté du groupe d'entraîneurs, on sait qu'on mise sur Mike McDonald, entraîneur-chef recru, le coordinateur à l'attaque, Ben Grubbs, il arrive des rangs universitaires, mais je pense qu'on est finalement, là, on s'ajuste du côté de la NFL, du côté du groupe d'entraîneurs des Seahawks. Alors, je vais les choisir pour l'emporter contre les Cardinals d'Arizona. Il me semble que les Cardinals sont dus pour une défaite, Marc-André. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je sais qu'ils ont eu 2 semaines pour se préparer. Ils n'ont pas joué la semaine dernière. Alors, tout semble les favoriser. Mais on va aller à Seattle. Comme je l'ai dit, l'atmosphère va être incroyable. Moi, je choisis les Seahawks pour gagner ce match-là. Surtout que les Seahawks sont sur une séquence de 4 défaites de suite à domicile. Il faut absolument renverser la vapeur. En fait, c'est un match hyper important qui pourrait vraiment avoir une incidence sur la fin du calendrier, la fin, le classement final également de cette division-là. Un peu comme les 49ers dans l'affrontement précédent. Je pense que c'est un match vraiment important pour les 49ers si on espère faire un bout de chemin ou si on espère accéder aux éliminatoires. Les Cardinals de l'Arizona sont quand même 21e contre le jeu de passe. Je pense que Geno Smith va poursuivre sur cette belle lancée. Sa séquence en fin de match la semaine dernière, bon, ça lui a donné des ailes. Je pense que c'est la clé du succès des Seahawks cette semaine. Et les Cardinals sont sur une séquence de 4 victoires consécutives, mais je pense que ça va s'arrêter là. Moi aussi, je vais choisir les Seahawks à domicile pour l'emporter contre les 49ers. Les Eagles de Philadelphie à 8 et 2 vont affronter les Rams à 5 et 5. Les Eagles, vraiment, Didier, 6 victoires de suite. Je pense qu'on s'est vraiment ressaisi depuis notre deuxième défaite. Donc,
J'ai bien hâte de voir ce match-là parce qu'il y a plusieurs experts, plusieurs observateurs qui choisissent, qui pensent que les Rams pourraient soutirer une victoire aux Eagles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Ouais, moi, j'ai vu ça, là, j'ai lu ça moi aussi, mais je vois pas ça du même œil. Moi, je crois que Philadelphie va l'emporter, parce que du côté des Rams, bon, la rencontre va avoir lieu à Los Angeles, mais je pense que les Eagles, on en a parlé là, lors des dernières semaines. On a vraiment trouvé notre identité. Du côté de l'attaque, ça commence avec le jeu au sol et notre bonne ligne à l'attaque, et bien sûr, c'est Quan Barkley qui connaît vraiment une saison éblouissante, mais surtout la défense joue beaucoup mieux. Là. Jalen Carter est en train de devenir le joueur qu'on voyait lorsque les Eagles l'année dernière l'ont repêché en première ronde. À tous les matchs, il dérange les plans des attaques adverses. Il est constamment dans le champ arrière. La ligne défensive, en général, elle joue mieux qu'elle le faisait au début de la saison. Puis ça aide la tertiaire des Eagles de Philadelphie. On a utilisé des ressources durant la saison morte au niveau du repêchage avec Quinn Mitchell, avec Cooper de Jean. Là, on a gagné en expérience. Puis on le voit, là, cette tertiaire-là joue beaucoup mieux qu'elle le faisait lors du premier quart de la saison. Alors moi, je pense que les Eagles, avec leur excellente ligne à l'attaque, avec Saquon Barkley, ils sont bien armés afin de connaître du succès sur les terrains adverses. Ils vont aller à Los Angeles, puis ils vont défendre. Ils vont être en mesure, oui, de défaire les Rams et Matthew Stafford. Tu pas donné assez d'amour à la défense des Eagles. Je vais poursuivre dans la même veine, Didier. Je veux te parler de Quinion Mitchell. J'ai une stat pour toi vraiment impressionnante. C'est le seul demi de coin cette saison dans la NFL qui a pris part à 375 jeux en couverture, qui a alloué aucun touché à l'adversaire. Il est tout simplement exceptionnel. Puis Cooper de Jeans, il a connu un lent départ, mais depuis quelques matchs, on parle de lui comme un autre candidat à la recrue défensive de l'année dans le circuit. On dirait que les Eagles, ça a pris un peu de temps avant de comprendre le système de Vic Fangio. Mais depuis quelques semaines, on est intraitable en défense. Deuxième contre la passe maintenant cette saison. Ce sera un gros test pour Quinion Mitchell. Ce sera avec Puka Nakua, Cooper Cup de l'autre côté. Mais je pense que les Eagles, moi aussi, je pense que la défense des Eagles est meilleure que l'attaque des Rams. Et je pense même que l'attaque des Eagles est meilleure que la défense des Rams. C'est là que ça va jouer parce que la défense des Rams est vraiment ordinaire. Matthew Stafford, j'ai une petite stats pour toi. Depuis qu'il est avec les Rams, il a une fiche de 15-3 à partir de la semaine numéro 12, si on inclut les éliminatoires. Je pense qu'il va subir une quatrième défaite ce dimanche. Je choisis mes Eagles. Alors, les Ravens Ah, pas de à 7 surprise et avec ton 4. choix de ton équipe favorite. Excuse-moi, j'ai un problème de page là, qui a roulé. Les Ravens à 7 et 4 vont affronter les Chargers à 7 et 3 et ce sera une autre édition, la troisième, du Arba Bowl. Et John Arba a eu le dessus sur son frère jusqu'à maintenant. 2 victoires, aucune défaite, dont l'une au Super Bowl sur son frère Jim. Ouais, son frère aîné, mais là, je pense finalement Jim va aller chercher une première victoire. Premièrement, quel match là, que ça a été dimanche soir, là, la victoire des Chargers. Ça a Mhm. vraiment été un des matchs les plus spectaculaires, je pense, depuis le début de la saison. Du côté des Ravens, bon, ça n'a pas été un grand match contre les Steelers de Pittsburgh. Ça a été un match serré. Moi, j'en reviens pas qu'on n'avait pas un plan de match afin de contrer TJ Watt. Ça, j'ai vraiment pas compris ça du côté de l'attaque de Baltimore. Mais les Chargers, c'est vraiment une équipe, là, je crois, qui a trouvé son air d'aller. Tu te souviens, au début de la saison, on misait énormément sur le jeu au sol. On savait qu'on allait faire ça avec Jim Harbaugh. Mais on mise sur un des carrières les plus talentueux de la NFL en Justin Herbert. Là, il a déployé tout son talent. Tu sais, avec son bras, il a fait des jeux avec ses jambes également contre les Bengals de Cincinnati. Et puis, bon, la défense, c'est une des meilleures de la NFL. Joe Burrow, bon, il a connu un format, mais Joe Burrow connaît vraiment toute une saison malgré le fait là, que, bon, vraisemblablement, les Bengals n'ont pas participé aux éliminatoires, mais c'est certainement pas de la faute de Burrow ou de Jamar Chase, qu'eux qui font tout ce qu'ils peuvent là, du côté de l'attaque. Mais les Chargers, encore une fois, je crois qu'on a trouvé notre aire d'aller du côté de Los Angeles, du côté de l'attaque. Alors, le match va avoir lieu à Los Angeles. Les partisans des Ravens, ils voyagent bien, ils vont être bruyants. Je crois que Jim Harbaugh va avoir le déçu sur son petit frère John Harbaugh. Moi, je sélectionne les Chargers pour l'emporter. Les Ravens de l'Est contre les Ravens de l'Ouest, c'est à peu près un match revanche pour toute, toute l'équipe des Chargers en ce moment. Non, mais tout ça pour dire que je trouve ça fascinant que ces deux frères-là viennent de la même famille, puis on a deux équipes aux identités totalement différentes.
L'une, les Ravens, on marque en moyenne 30 points par match. On a une attaque explosive. On est la meilleure à ce niveau-là dans l'association américaine. De l'autre côté, les Chargers qui accordent en moyenne seulement 14 points par match. C'est la meilleure, c'est le plus bas total dans la NFL. Donc, on a vraiment une différence vraiment de style, d'identité. Puis ça, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir l'affrontement entre ces deux formations-là. Moi aussi, je trouve que vraiment, on s'améliore du côté des Chargers. Justin Herbert, vraiment, a pris son air d'aller. On lui a ouvert un peu le cahier de jeu. Il était peut-être blessé aussi en début de saison. Hein. On se rappelle qu'il était blessé Ouais. lors des matchs préparatoires. On lui a ouvert le cahier de jeu, puis on dirait qu'on a changé justement d'identité. Le jeu au sol fonctionne quand même un peu moins du côté des Chargers dernièrement. J.K. Dobbins a ralenti, Gus Edwards est revenu au jeu, mais quand même, on a vu même Hassan Haskins avoir des portées à la porte des buts lors du dernier match. On a décidé de faire confiance à Justin Herbert, même de le voir courir davantage. Il a connu un bon match au sol, également face aux Bengals. Donc, pour moi, oui, les Chargers sont une équipe vraiment à surveiller d'ici la fin de la saison. Mais je pense encore que les Ravens ont vraiment cette défaite. Cette défaite face aux Steelers a laissé un goût amer dans la bouche des Ravens. Donc, moi, je pense que les Ravens vont sortir de là avec la victoire. Puis je pense que Jim va enfin battre John pour une première fois dans sa carrière. Ouais, je ne fais pas confiance à la tertiaire des Ravens de Baltimore. Je l'ai vu connaître trop de ratés depuis le début de la saison. Et comme on vient de le dire, Justin Herbert joue bien. On s'est grandement amélioré par la passe du côté des Chargers. Donc, je pense qu'on va justement pouvoir profiter de cette mauvaise tertiaire des Ravens de Baltimore. Je sais pas, j'ai pas entendu ton choix, Didier. Tu dit que tu prenais les Chargers? Je l'ai dit, le grand frère va gagner, Jim. Victoire des Ah! Chargers. Écoute, Jim Harbaugh va avoir problème dessus sur d'écoute. John. Ça va être une première victoire de Jim Harbaugh contre son petit frère. Excuse-moi. Donc, en rafale, lors de cette semaine numéro 12, les Steelers à 8-2 vont affronter les Browns à 2-8. Hey, j'ai juste apporté une stat vraiment intéressante sur Jameis Winston, Didier. En 3 départs cette saison, il a tenté 133 passes. Si on fait le calcul sur 17 matchs, ça lui donne 753 passes tentées cette saison, Jameis Winston. Mais pour moi, ce sera évidemment pas suffisant pour battre les Steelers qui ont accordé plus de 17 points seulement 2 fois cette saison. Je ne vois pas comment les Browns peuvent marquer autant de points pour espérer l'emporter. Ouais, je vais choisir les Steelers également pour gagner. Je regardais Nick Chubb courir là, l'autre jour. Tu sais, on le voit, là, il n'est plus le même joueur là, après cette deuxième grave blessure, un genou qu'il avait subi la saison dernière. Mais écoute, comme toi, là, je vois pas comment les Browns de Cleveland vont être en mesure d'inscrire assez de points pour battre les Steelers qui sont en tête de la division. Avant le début de la saison, il y a des gens qui disent ah, peut-être que là, la séquence de Mike Tomlin, sa séquence victorieuse, on sait qu'il n'a jamais connu de saison perdante depuis le début de sa carrière. Il y a des gens qui croyaient que ça allait se terminer. Eh bien non. Les Steelers de Pittsburgh sont premiers de la section nord de l'association américaine. Je pense qu'ils vont facilement vaincre les Browns. L'acteur Danny DeVito, Didier, a eu 80 ans dimanche. Lundi, on apprenait que Tommy DeVito allait être aux commandes des Giants de New York qui vont Vraiment, comment recevoir tu les sais que Buccaneers. c'est l'anniversaire de Danny DeVito? Avant d'aller plus loin, comment ça tu sais ça? Mon collègue et ami Maxime Morin, c'est la première chose qu'il m'a dit lundi. C'est quoi, son acteur Bref, favori? C'est son Danny j'en DeVito? ai aucune idée. Le pingouin dans Batman, c'est ça, c'est son rôle fétiche. Bref, les Buccaneers à 4-6 vont affronter les Giants à 2-8. Côté des Buccaneers, il y a de fortes chances qu'on revoie Mike Evans dans la formation, puis ça va grandement aider une formation des Buccaneers, selon moi, qui joue pas du mauvais football, mais qui vraiment a manqué de ressources en attaque là, au cours des derniers matchs. Moi, je continue de croire que les Bucks sont la meilleure équipe de la section sud de l'Association nationale, même si les Falcons sont en tête de la division. Mais comme tu as mentionné, là, on avait des blessés à la position de receveur de passe. Evans devrait effectuer un retour au jeu. Là, on enregistre le podcast mercredi matin. C'est quelque chose qu'on va devoir suivre au cours des prochains jours. Son état de santé. On a eu congé la semaine dernière du côté des Bucks. Là, peu importe qui est au poste de carrière là, du côté des Giants, ça ne fera pas de différence. Moi, je crois sincèrement que les Buccaneers vont l'emporter avec ou sans Mike Evans. Je comprends pas, on a mis sous contrat Drew Lock durant la saison morte afin qu'il soit carrière numéro 2 derrière Daniel Jones.
Là, on va clouer au banc Daniel Jones, il va être le carrière numéro 3. Parce que si Jones se blesse et que sa saison est terminée, ben là, du côté des Giants de New York, on va devoir lui payer une somme de 22 à 23 millions de dollars, là, selon ce qui a été rapporté. Et Hmm. puis, c'est ce qu'on tente d'éviter du côté des Giants. Alors, tout indique que l'expérience Daniel Jones à New York, elle est terminée, qu'il sera libéré durant la saison morte. Alors, ben, je comprends pas pourquoi c'est pas Drew Lock qui obtient le départ au poste de quart du côté de New York. Mais Peu importe, c'est un désastre à New York. Joe Douglas, le DG des Jets, a perdu son emploi. J'ai hâte de voir si Joe Chain, le DG des Giants, pourra lui maintenir son emploi après la saison. Mais une victoire des Buccaneers. Et pour moi, je pense que les Bucks ont toujours des chances peut-être là, de devancer les Falcons. Ça ne sera pas facile parce qu'Atlanta détient le prix d'égalité. Ils ont vaincu 2 fois les Buccaneers. Mais moi, je choisis les Bucks pour l'emporter, surtout si Mike Evans effectue un retour au jeu. pourquoi c'est Tommy DeVito, Didier? C'est très simple. Drew Lock leur donne la meilleure chance de l'emporter, de gagner semaine après semaine. Donc, pourquoi on veut vraiment s'assurer du premier rang ou vraiment d'être parmi les premiers au repêchage? Je pense que Tommy DeVito leur donne une meilleure chance d'accéder à ce but-là. Par contre, depuis 2023, depuis 2 ans, depuis la saison 2023, Daniel Jones a une fiche de 3-13 et Tommy DeVito 3-3. Hein? Tommy Cutlets. Mais par contre, moi non plus, je dis que ce ne sera pas Ouais. suffisant. Les Buccaneers vont l'emporter. Avec le retour de Mike Evans, oui. Non, non, c'est ça. Tommy Coughlin, on se souviendra, la saison dernière, il avait fait sensation. Ben, il était chanceux, là. En tout cas, on va voir s'il pourra justement repartir l'engouement qu'il y avait pour lui à un certain moment de la saison 2023. Les Chiefs, avec une fiche de 9-1, vont affronter les Panthers en Caroline à 3-7. Les Panthers, Didier, 2 victoires de suite. Et on affronte les Chiefs qui ont subi une Incroyable, première hein? défaite la semaine dernière. Ouais, 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 ouais. Oh, on vient de parler des Giants, la dernière victoire des Panthers, ben, ça avait été contre les Giants, un match présenté à Munich, en Allemagne. 2 victoires de suite, la séquence se termine là. OK? En plus de ça, les Chiefs vont arriver en Caroline, frustrés. Ils vont vouloir passer leur frustration de leur première défaite de la saison sur les Panthers. La défense des Panthers, elle est horrible. Alors, c'est une occasion parfaite pour les Chiefs de Kansas City de retrouver le chemin de la victoire. Isaiah Pacheco, on dit qu'il pourrait être de retour au jeu cette semaine, mais que ce soit Kareem Hunt ou Pacheco, je pense même c'était juste de moi, on pourrait donner une autre semaine à Pacheco, question vraiment qu'il soit encore en pleine santé lorsqu'il va effectuer son retour au jeu. Mais ça va être un festin au sol pour les Chiefs, que ce soit Hunt ou Pacheco cette semaine. Et du côté des Panthers, pour ceux qui veulent voir, on devrait assister enfin au début de Jonathan Brooks dans le champ arrière. Il partagera le travail avec Chuba Hubbard. Jonathan Brooks, c'est un peu le Lane Hudson des Panthers. On ne s'attend pas à grand-chose, mais on est rempli d'espoir du côté des Panthers. On aimerait ça voir quelques flashs de la recrue qu'on a Qui est repêché Lee en deuxième ronde Hudson? au dernier repêchage. Qui est Lane Hudson? Je C'est savais qui que ça ça? allait faire une blague. C'est un défenseur hors pair, un jeune défenseur bourré de talent des Canadiens, au style un peu spectaculaire. C'est un Wow, peu... Marc-André, on euh, parle pas de hockey ici. Tu le sais, on parle pas de hockey, on parle pas du Canadien ici. Là. Tu le sais, c'est écrit en petites dans le lettres, en petits contrat. caractères. Ouais, voilà, Écoute, exact. je vais changer d'analogie d'abord. Je vais dire que Jonathan Brooks est le Barry Allen des Panthers parce qu'on aimerait voir quelques flashs cette semaine dans le champ arrière Ah, OK. c'est bon, ça? C'est mieux? Mais c'est correct, c'est correct. OK, je vais prendre. OK, tout ça pour dire que je vais prendre les Chiefs, moi aussi. C'est sans équivoque contre les Panthers. Les Cowboys à 3-7 vont affronter les Hmm. Commanders à 7-4. Dan Quinn va affronter son ancienne équipe pour la première fois depuis qu'il est entraîneur-chef des Commanders. C'est incroyable hein, comment il y a plusieurs mauvaises équipes là, du côté de la NFL. Bon, les Panthers, on en a parlé, il y a les Browns tout à l'heure, puis là, les Cowboys de Dallas qui sont fait éclater lundi soir dans la bataille du Texas contre les Texans de Houston. Puis là, on va affronter les Commanders. Les Commanders qui ont perdu leurs 2 derniers matchs. Hein. Ils avaient une semaine courte. Ils ont joué jeudi soir dernier. Puis bon, on s'est incliné. C'est une belle occasion pour Washington de reprendre le chemin de la victoire. Dallas, Washington, c'est une rivalité. Mais là, les Commanders vont l'emporter. Tu l'as dit, Dan Quinn connaît très bien
l'attaque des Cowboys de Dallas. Puis là, en plus de ça, on va être encore une fois sans service de Dak Prescott. Sa saison est terminée. Cooper Rush, bon, il a eu de bonnes statistiques la semaine dernière. Cette défense de Dallas, elle est vraiment horrible. On a accordé quoi, 3 touchés à Joe Mixon. Alors, pour Jaden Daniels et l'attaque des Commanders, c'est une belle opportunité justement afin de se replacer. Une victoire pour les Commanders. Une passe de toucher pour Jaden Daniels à ses 2 derniers matchs. Je pense vraiment que la situation va se rétablir. Ils vont en lancer 2, peut-être 3. Donc, moi aussi, je prends les Commanders pour l'emporter. Les Patriots, avec une fiche de 3-8, vont affronter les Dolphins à 4-6. Je trouve que Tua, vraiment, on s'améliore du côté des Dolphins. Ils sont toujours dans la course, selon moi. On ne peut plus vraiment en échapper des matchs. Il ne faut pas échapper ce match-là contre les Patriots. Je trouve que vraiment, il y a une progression du côté de Tua, il y a une progression du côté de l'attaque des Dolphins. On a 4 victoires de suite à domicile contre les Patriots aussi, du côté des Dolphins. Je pense que les Dolphins vont remporter ce match-là. Oui, puis on s'améliore aussi du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre depuis que Mhm. Drake May est devenu le carrière partant. Donc, moi, je m'attends à un match serré là, à Miami, même si les Dolphins, ils ont une séquence victorieuse contre les Patriots, tu viens de le dire, à Miami. Les Dolphins devraient l'emporter. On joue avec beaucoup d'aplomb. Autant, moi, c'est surtout les performances de la défense qui m'impressionnent du côté des Dolphins de Miami. Tu sais, on est sans Bradley Chubb, sans Jalen Phillips au sein du front, mais les autres joueurs, Chop Robinson, choix repêchage cette année, commence à avoir un impact du côté de la défense de Miami. Donc, je vais choisir les Dolphins pour l'emporter, mais je pense que la rencontre va être serrée, là, beaucoup plus serrée qu'on peut l'anticiper. Les Titans du Tennessee à 2-8 vont affronter les Texans à 7-4. 6 des 8 derniers duels entre ces deux formations ont été décidés par 7 points ou moins. Donc, si la tendance se maintient, on aura droit à un affrontement assez serré entre ces deux rivaux de division. Ouais, c'est possible, mais je pense que ça va être une victoire de Houston contre les Titans du Tennessee. Euh, Will Levis, bon, il démontre au moins des signes d'amélioration, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de la part de l'attaque au sol des Texans de Houston. Joe Mixon ralentit pas. Moi, c'est une des choses que j'avais hâte de voir. On se souviendra, lors du premier match de la saison, Mixon avait été brillant. Puis après ça, bon, il avait subi une entorse à une cheville. Je le regardais courir contre les Cowboys. Son premier touché du match, je pense que c'était son premier touché. Il y avait Trayvon Diggs. Il n'a même pas été en mesure de le rattraper. Alors, Mixon continue, là, en tout cas, il semble toujours avoir les jambes fraîches. Mais si on est rendu, on a dépassé la mi-novembre. Mais je pense que c'est ça. Là, on mise beaucoup plus sur le jeu au sol cette année du côté des Texans de Houston. Nico Collins a effectué un retour au jeu. On va l'emporter contre les Titans du Tennessee pour moi. Les Titans, on ne peut pas vraiment passer contre la défense des Titans. Elle est excellente. On peut par contre courir contre les Titans. Hmm. Ça tombe bien. On a Voilà. Joe Mixon qui est le porteur de ballon, le porteur de ballon numéro 1 au niveau fantasy en ce moment. Joe Mixon devant Derrick Henry, devant Saquon Barkley, mais aussi en termes de vrai football, parmi l'élite vraiment du circuit cette saison. Donc, moi aussi, je prends les Texans pour l'emporter à domicile. Les Vikings du Minnesota à 8-2 vont affronter les Bears à 4-6. Chicago, une fiche de 4-2 à domicile, malgré une fiche de 4-6 au total. Donc, on joue mieux côté des Bears au Soldier Field. Ah, mais on trouve des façons de perdre. T'as vu ça contre les Packers? Ouais. On s'est Ouais. tentative de botter, ben oui, de précision, qui aurait donné la victoire aux Bears. Ça a été bloqué. Mais c'est terminé à Chicago. C'est dommage pour Matty Burflus, mais depuis le fameux Hail Mary qu'on a Ouais, concédé on s'en est jamais aux remis, hein? Commanders de Washington, non, on s'en est pas remis. Puis Eberflus continue, Marc-André, de multiplier les erreurs. Parce que les Bears, c'est comme si tu sais, ils avaient abdiqué. Là. Ils sont allés d'une tentative de botter pression de 46 verges, bon, qui a été bloquée contre les Packers. Au cours de cette séquence-là, on a arrêté nous-mêmes notre séquence. Tu sais, c'est comme ça, on s'est dit, bon, ben là, on est rendu assez loin pour tenter un botté de précision, mais c'est Mhm. quand même sur 46 verges. Pourquoi pas essayer d'aller chercher des verges supplémentaires? Puis ça avait été la même chose même lorsqu'on avait affronté Washington, on avait perdu aux Commanders de s'approcher, d'aller chercher quelques verges. Ça fait la différence lorsque tu tentes un Hail Mary. Donc, des erreurs de coaching de la part de Matty Burflus. Alors que du côté des Packers, eux, ils savaient que Carlos Santos, le botteur de précision des Bears,
mais il a tendance à y aller de bottés bas, surtout lorsqu'il tente des longs bottés. Donc, on était prêt, on l'a bloqué. C'est terminé, malheureusement, du côté de Matt Eberflus et des Bears. Je ne serais même pas surpris si on gagne pas un autre match d'ici à la fin de l'année. Là, on va affronter les Vikings avec la défense de Brian Flores. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? On va prendre d'assaut, on va attaquer la protection des Bears de Chicago. Puis du côté des Bears, on n'est pas prêt justement à limiter les dégâts. Donc, ça va être une victoire pour les Vikings. Sam Darnold qui a bien joué la semaine dernière, il a été en mesure d'éviter les revirements. Alors oui, victoire des Vikings du Minnesota. La descente aux enfers du côté de Chicago va se poursuivre. 35 sacs, les Vikings, cette saison dans la NFL. Tu sais, des fois, Didier, lorsqu'on fait des prédictions, on essaie de se différencier de la masse. Euh, Là, j'ai décidé de prendre les Bears cette semaine. Je sais que le portrait global, ce que tu viens de dire, Ouais, c'est vraiment des bons points. Puis je suis en train vraiment de douter mon choix. Mais la défense des Bears, elle est élite contre la passe. Je pense encore que Sam Darnold n'est pas un quart élite dans la NFL. Je pense que la fiche de 8-2 des Vikings est un peu un mirage. Aaron Jones à l'intérieur de la ligne de 5, 8 courses pour moins 7 verges et un seul touché cette saison. Bref, il a joué seulement 57% des jeux la semaine dernière. Euh, je pense que les Bears peuvent gagner ça à domicile. On joue mieux à domicile parce que justement, fais on pas va ça, vouloir fais pas passer du ça. côté des Vikings. On va vouloir passer du côté des Vikings. Ben, je pense que les Bears ont les outils en défense pour arrêter le jeu de passe. Je pense que Aaron Jones vraiment soigne peut-être des petits bobos. Je pense qu'au sol, si on est moins efficace au sol, peut-être que les Bears ont une chance. Puis c'est ça, hein? Essayer de rattraper Marie, ben, ça commence par des prédictions un peu plus osées. Je pense que celle-là, elle l'est. Fait que je vais prendre les Bears cette semaine dans mon cas. Et là là. OK, Les bonne Broncos. chance. Comment tu te sens? Toi, tu te sens pas bien, là. T'as déjà mal au cœur. T'as déjà Non. mal au cœur. Je regardais ça, puis j'étais comme. Puis là, t'as marqué des bons points. Les sacs du corps. Je sais que la défense est redoutable. Le front défensif est redoutable des Vikings, mais bon. Peut-être. J'ai trouvé qu'avec le nouveau Thomas Brown, le nouveau coordinateur à l'attaque, j'ai trouvé que c'était moins pire du côté de Caleb Williams. Il bougeait plus dans la pochette. Bref, il essayait d'éviter un peu la pression. Je sais pas. Je veux dire, écoute, faut se lancer des fois dans la vie, Didier, hein. On va passer à l'autre chose tout de suite. Je me OK, sens vraiment pas bien. bonne Euh, chance. Ouais, ouais, c'est ça. Plus tu y penses, plus tu te sens mal, tu regrettes ta décision. Je peux le ouais, voir dans tes exact. yeux, là. Les Broncos à 6-5 vont affronter les Raiders à 2-8. Ben, quoi dire, hein? Lors du dernier match, le premier duel entre les deux formations cette saison, victoire de 34-18 des Broncos. Puis je vois essentiellement le même genre de score pour ce match-là. Les Broncos, c'est assez facilement, selon Ouais, moi aussi, je choisis les Broncos, surtout que Bo Nix s'améliore, là. Tu sais, souviens-toi de Bo moi. Nix en début de saison. Oui, les Broncos gagnaient, mais c'était principalement grâce à la défense et le jeu au sol. Nix avait de la misère à gagner plus de 200 verges par la passe. On voit une nette amélioration de sa part. Là, ça, c'est tellement encourageant pour les partisans des Broncos de Denver. Alors que les Raiders, ben, c'en est une autre équipe. Il y en a plusieurs là, de ces formations-là, Marc-André. Là, on en a parlé, les Browns, les Giants, les Jets. Il y en a tellement, mais les Raiders, ça, c'est une équipe qui, d'après moi, on va assister à un ménage dans quelques semaines. Je ne vois pas Ouais. comment on On pourrait a, penser que les on Raiders a pourraient presque l'emporter. failli se tourner vers Desmond Ridder, puis on s'est rendu compte finalement la semaine dernière que, oh non, c'était pas une bonne idée. Ah non, clairement, clairement, là. Mais peu importe. Moi, je choisis les Broncos, la défense des Broncos qui joue très bien. Non, ça ne sera pas beau à voir ça du côté de Las Vegas. Mhm. Ouais, effectivement, effectivement. Ça fait le tour, Didier. C'est sur cette phrase. Ce sera pas beau à voir du côté de Vegas que se Toi, termine notre tour ouais, tu d'horizon choisis les Broncos de aussi, ouais. Las. Tu l'as dit, ouais. Ouais, ouais, j'avais dit les Broncos. Oui, 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 exactement. OK, Je OK. peux pas prendre les Raiders. Déjà que j'ai les Bears, là. C'est ma prédiction osée de la semaine. Je peux pas en faire Ah, d'autres, là. C'est tu veux une pas par pousser semaine ta pour essayer chance, de hein? gagner du terrain. Ouais. Ouais, ben justement, on va jeter un coup d'œil au tableau des prédictions du classement du pool de football. Et Marie est toujours en tête. 119 victoires. Ah, je suis à 8 victoires de Marie. Et toi, tu es à 6 de elle. Donc, tu as maintenu ton Ouais. avance sur moi. Mais j'ai eu une bonne semaine. 11-3 Ouais. quand même. Donc, peut-être que je vais réussir à gruger là, vos avances à toi et Marie. Et on voit que Guillaume a pris les Guillaume, bon, Bears il est là, aussi. 8-6. Oui, il a pris les Bears en plus. Wow, OK, vous aimez vivre dangereusement. Mais tu l'as dit.
si vous voulez revenir, effectuer une petite remontée, vous n'avez pas le choix Ouais. que de prendre des chances, mais je suis certain que Guillaume ne doit pas bien se sentir, lui aussi, comme toi, là, d'avoir choisi les Bears pour causer une surprise contre les Vikings. Ouais. Non, il doit pas se sentir bien, effectivement. Marie, sérieusement, quelle performance, encore une fois, hein? Mais tu t'en viens, tu à 2 matchs de moi quand même. Tu as connu des bonnes semaines, dernièrement quand même. Ouais, ouais, lentement, mais sûrement, là. Exact, Je suis en exact. train de Le lièvre et la gruger ton tortue. avance. Et Exact. voilà, exactement. Alors, t'es sûr, dernière chance, là. Vikings contre Bears. Dernière Je garde chance. les Bears, puis je te Sinon, je suis je vais con commencer 1-0 contre toi déjà, là. écoute, je garde mes Bears, puis si jamais les Bears l'emportent, je vais t'appeler. Je sais que tu vas être en onde potentiellement, mais je vais t'appeler quand même juste pour te dire: «Je te l'avais dit». Tu sais, on dit OK, souvent que la ligne entre le génie et la folie est quand même mince. C'est pas mal ça en ce moment. bon, on va voir si tu vas avoir, si tu seras un héros ou un zéro la semaine prochaine qu'on va se Ah, parler. On va voir ça dimanche. On va yes. se tourner vers le fantasy football avec tes recommandations pour la semaine des joueurs à avoir au sein de la formation ou ceux qui n'ont pas des confrontations avantageuses, qui devraient être peut-être un clou au banc. On va commencer avec la position de carrière. On vient d'en parler il y a quelques instants. Bo Nix a connu un fort match la semaine dernière. Tu crois que ça va se poursuivre, bien sûr, contre les Raiders? Même j'ai failli en faire une réaction excessive en disant qu'il va remporter le titre de recrue par excellence offensive, dans la NFL au détriment de Jaden Daniels, mais c'est de plus en plus moins fou, de penser que Bo Nix va remporter le titre de recrue par excellence. Bref, il est le quart numéro 7 cette saison au niveau fantasy dans le top 10. Didier, peux-tu croire ça? Bon, personne ne pouvait penser Wow! ça après les 2-3 premières semaines où il avait vraiment été épouvantable. Plus de 21 points fantasy en moyenne depuis la semaine numéro 5. C'est tout simplement incroyable. 4 passes de toucher, 307 verges contre les Falcons la semaine dernière, 11 passes de toucher à ses 4 derniers matchs. Là, je vous garoche tout plein de bonnes statistiques envers Bonix. Puis c'est pour vous dire également qu'il y a un apport au sol intéressant aussi, 259 verges, 4 touchés cette saison au sol. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Raiders de Las Vegas qui accordent près de 24 points fantasy en moyenne au quart adverse lors des 4 dernières semaines. En fait, c'est le quatrième plus haut total de points fantasy alloués au quart adverse. Et comme les Falcons et les Bengals sont en semaine de congé, ben c'est le deuxième affrontement le plus alléchant pour la position de quart cette semaine. Donc, Bo Nix, vraiment, est-ce qu'on peut parler, c'est plus vraiment un streamer, c'est plus vraiment un quart. Ça devient quand même un must-start, un must-start de plus en plus, un quart que vous devez insérer dans votre formation à chaque semaine. Oui, définitivement. Puis un autre joueur dans ce match-là qu'il faut avoir au sein de la formation partante, je veux juste souligner Brock Bowers, l'ailier rapproché recrue Mhm. des Raiders. La semaine dernière, 13 réceptions. Il a été ciblé 16 fois. Il est le meilleur joueur en attaque des Raiders. Bowers, je pense qu'il est rendu au stade où il faut l'avoir au sein de la formation partante. Mhm. Si on l'a là, au sein de notre équipe de Fantasy Football. Parce que moi, c'est un de mes joueurs favoris dans le repêchage l'année dernière. Et puis, il est vraiment sensationnel. Là. Tu vois qu'il va être. Ben, il est déjà un très bon joueur. S'il peut juste avoir un bon carrière, même avec Gardner Minshew, il est en mesure d'être productif. En tout cas, je voulais juste souligner la performance de Brock Bowers la semaine dernière du côté C'est des Raiders. c'est l'allié rapproché avec les meilleures mains, selon moi, dans la NFL, pour attraper le ballon, selon moi. Ah, puis ben, c'est fort possible. Tu sais, bon, Travis Kelce ralenti, mais c'est changement de direction pour un gros bonhomme, pour un ailier rapproché. Tu sais, vraiment, des fois, il a des allures de receveur de passe. En tout cas, quel joueur, Brock Bowers. Dommage qu'il ait Mhm. été repêché par les Raiders, mais c'est ça, tu sais. C'est tout un joueur, mais tu sais, j'en parle souvent, là, tu sais, ça a été le cas avec les Bears qui ont repêché Rome Odunze, au lieu de repêcher un joueur de ligne à l'attaque. Du côté des Raiders, on a tellement de besoins. Tu sais, tu le vois, là, on le voit. Repêcher un ailier Mhm. rapproché aussi talentueux que Bowers est, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on avait besoin du côté de Denver. C'est, Bref, je c'est- ferme la parenthèse. Maintenant, ouais, ouais, vas-y. Ben, je voulais dire, tu sais, c'est un ailier rapproché qui avait. C'était l'attaque de Georgia en plus l'année passée. C'est rare on bâtit une attaque aérienne autour d'un ailier rapproché, mais c'était vraiment ça. Les gens, on parle de Ladd McConkey, mais c'était vraiment un acteur secondaire à Georgia l'année dernière. Brock Bowers, c'était Non, Brock l'attaque Bowers est aérienne. spécial. Oui, Ouais, exactement. c'est vraiment tout un C'était le joueur. receveur numéro un des Bulldogs la saison dernière.
Bref, Ouais, lors des on va dernières années, cont on va écoute, dès sa toute première année, dès sa toute première année avec les Bulldogs, quand il est sorti de l'école secondaire, il était le meilleur ailier rapproché de tout le football universitaire. Non, il est vraiment tout un mmh. joueur. Il voit une belle carrière. Il y a juste le fait qu'il porte les couleurs des Raiders là, qui pourrait le dérouter, là, cette organisation-là. Bon, anyway, ça va vraiment pas bien. Maintenant, en position de Je veux carrière, on reste à position de carrière. Quel est le quart, selon toi, devrait être lui au banc cette semaine? Jordan Love, Didier. Qu'est-ce qui se passe avec Jordan Love? Personne ne le sait. Il est peut-être encore blessé. Bref, la semaine dernière, il a quand même sauvé. Il a obtenu plus de 20 points fantasy, sauf qu'il a vraiment sauvé la mise avec un touché au sol contre les Bears. Sinon, ça aurait été 14 points. Ça aurait été décevant du côté de Jordan Love. Il a obtenu seulement plus de 20 points fantasy à la position de carrière pour 3 fois cette saison. C'est vraiment pas beaucoup pour un gars qu'on pensait qu'elle allait vraiment augmenter, qu'elle allait accéder à un autre niveau en termes de fantasy, même en termes de vrai football cette saison. On est un peu déçus des performances de Jordan Love en ce moment. Et lors de la semaine numéro 12, on affronte les 49ers qui accordent 12 points en moyenne au quart adverse au cours des 4 dernières semaines. C'est le 6e plus bas total de points alloués au quart cette saison. Je pense que, et pour Brock Purdy et pour Jordan Love, dans cet affrontement-là, je laisserai ces deux quarts-là sur mon banc si j'ai d'autres options à la position de quart. Maintenant, chez les porteurs de ballon, Brian Robinson des Commanders, tu crois qu'il pourrait connaître une bonne semaine? Deux choses dans le cas de Brian Robinson, c'est que la première, c'est qu'à son retour, il a quand même obtenu 17 opportunités, 16 courses, 72 verges et un touché contre la défense des Eagles qui est assez coriace. Ça, c'est bon à savoir. 14 points fantasy. Il a quand même inscrit 7 touchés en 8 matchs cette saison. Donc, il est utilisé également davantage qu'Austin Eckler à la porte des buts dans la zone payante. Et numéro 2, c'est qu'on affronte la défense des Cowboys qui est contre le jeu au sol. On a vu Joe Mixon s'amuser littéralement la semaine dernière, 3 touchés contre les Cowboys, 27 points alloués au porteur ballon cette saison. C'est l'un des pires total, l'une des pires moyennes, disons, dans la NFL cette saison. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que Brian Robinson est à insérer dans votre formation absolument. Ça va être un excellent porteur de ballon numéro 2. Ça peut être un porteur de ballon numéro 1 cette semaine, Brian Robinson, pour des formations fantasy. Absolument. Ouais, c'est simple, hein, du moment que notre porteur de ballon affronte la défense des Cowboys, il faut le faire jouer. Même le réserviste peut connaître un Mm-hmm. bon match. DeAndre Swift des Bears de Chicago, tu crois là, qu'il pourrait connaître des ennuis? Là? Bon, en tout cas, l'attaque des Bears Ça a connaît des ennuis au complet. Là, ça va se poursuivre. Pour citer Daniel Boucher, ça a été une pas pire épopée pour DeAndre Swift depuis la semaine numéro 4. 18 points fantasy en moyenne, mais on a affronté les Rams, les Panthers, les Jaguars, les Cards, les Patriots. Maintenant, ça se corse du côté de DeAndre Swift. Dans les prochaines semaines, on affronte 2 fois les Lions, 2 fois les Vikings et les 49ers qui sont vraiment 3 défenses très, 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 très coriaces parmi les meneurs dans la NFL pour le plus petit total de verges allouées au sol. Si ça n'avait pas été de son toucher de 39 verges, je sais qu'on peut pas vraiment, c'est pas vraiment un bon argument normalement. Et de son toucher sur 39 verges la semaine dernière, Swift, on avait une moyenne ici de 2,4 verges par course. C'était vraiment pas beaucoup. Il a vraiment lui aussi sauvé sa journée fantasy avec ce toucher-là. Et je vais vous parler également de l'ascension de Roschon Johnson depuis la semaine de congé. 11 opportunités la semaine dernière. Il a obtenu 3 des 4 courses de l'équipe à l'intérieur de la ligne de 10. Donc ça, c'est un truc à surveiller. Roschon Johnson vraiment prend du galon en ce moment dans l'attaque depuis qu'on a échangé en fait Khalil Herbert aux Bengals lors de la semaine numéro 12. On affronte évidemment les Vikings qui ont accordé le plus bas total de verges au sol dans la NFL au porteur de ballon. Donc vraiment, DeAndre Swift, si vous avez une autre option à la position de porteur de ballon, je vous la conseille parce que justement, les Vikings, 52 verges allouées par match au cours des 3 dernières semaines au sol. C'est vraiment pas beaucoup. DeAndre Swift ne connaîtra pas un bon match, selon moi, cette semaine. Maintenant, chez les receveurs de passe, Josh Downs et coach d'Indianapolis, tout à l'heure, on parlait de la meilleure performance jusqu'à présent en carrière d'Anthony Richardson, qui a vraiment connu un bon match. Ça a permis à Josh Downs d'être productif. Donc, tu sembles croire que ça va se poursuivre du côté de l'attaque des Colts. Josh Down est vraiment talentueux. Je pense que je vais commencer mon argumentaire de cette façon. Je pense même que c'est le receveur
le plus talentueux des Colts d'Indianapolis, au détriment même, n'en déplaise à Michael Pittman. La semaine dernière, 5 réceptions, 84 verges, un touché contre la défense des Jets. Euh, j'étais sceptique avec le retour d'Anthony Richardson. Si on pouvait vraiment insérer des receveurs des Colts dans notre formation, ben, je pense que j'ai été un assez... je ne sais pas si c'est la défense des Jets qui a causé ça ou si c'est vraiment Anthony Richardson euh, s'est vraiment amélioré, a pris le temps vraiment de... Bref, tout ça pour dire que Josh Downs, lors de la semaine numéro 12, on affronte les Lions. C'est un affrontement vraiment alléchant parce que les Lions, on accorde des verges aux receveurs adverses. En fait, on alloue le plus de réceptions et le plus de verges aux receveurs adverses cette saison. Les Détroit ont accordé le 4e plus total de points aux receveurs adverses cette saison. Puis ça semble pas ralentir. Hein. On a accordé en moyenne 36 points fantasy aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines. Je ne sais pas si Anthony Richardson a encore une autre performance du genre dans le corps. On va bien le savoir, mais je pense que même s'il ne lance pas, s'il ne tente pas 30 passes, Anthony Richardson, je pense que Josh Downs peut être viable. On parle ici d'un receveur numéro 3, un receveur numéro 2, en termes de pivot, hein, de flex en anglais. Je pense que Josh Downs est un bon joueur à insérer dans votre formation cette semaine. Ouais, ça reste à voir si Anthony Richardson peut connaître 2 bons matchs de suite. Depuis le début de sa carrière, on n'a jamais vu ça. Mais ce qui explique également les statistiques que tu viens de mentionner du côté des Lions, c'est qu'on a toujours l'avance. Tu sais, on éclate il y a plusieurs de nos adversaires. Donc, il y a des calories vides qui s'additionnent par la passe pour les équipes adverses. Alors, ça pourrait être une opportunité pour Downs de connaître un bon match en termes de fantasy football si les Colts se mettent à tirer derrière contre les Lions de Détroit, puis que Richardson complète des passes au 4e quart alors que le match ne veut plus rien dire. Alors, en termes de fantasy football, les verges que soit gagné, qu'on a l'avance ou qu'on tire derrière par 25 points, ça importe peu. Alors oui, Downs pourrait être très productif. Maintenant, Deebo Samuel et les 49ers de San Francisco, tu penses que ça pourrait être une confrontation difficile contre la défense des Packers? À se demander s'il est sur le terrain depuis quelques semaines, des Deebo Samuel, tellement qu'il est zéro productif. 22 verges seulement contre Seattle la semaine dernière, qui était l'une des pires défenses contre la passe. Et ça, c'était Didier sans George Kittle, qui, selon toute vraisemblance, devrait effectuer un retour au jeu cette semaine. Il devrait s'entraîner cette semaine pour disputer la rencontre de dimanche. On assiste également à l'émergence de Joanne Jennings, qui, selon moi, est maintenant devenu la cible de prédilection de Brock Purdy au cours des derniers matchs. J'ai même tenté personnellement d'acquérir Joanne Jennings la semaine dernière dans quelques ligues fantasy. Ça n'a pas été très fructueux, mon affaire, mais bon, au moins j'aurais essayé. Bref, je me demande si Deebo Samuel n'est pas devenu, avec le retour également de McCaffrey, n'est pas devenu la 4e option dans l'attaque des 49ers en ce moment. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Packers qui sont dans le top 10 contre les receveurs adverses cette saison. Donc, pour moi, Deebo Samuel, pour l'instant, j'aimerais voir un match, un excellent match avant de le remettre dans ma formation parce que vraiment, Deebo Samuel, il est tellement décevant au cours des dernières semaines. Ah, comme les 49ers en général. Hein. Niners qui ont un dossier de 5 Mhm. victoires et 5 défaites. Maintenant, du côté des Chargers, on en a parlé tout à l'heure. On est beaucoup plus productif par la passe qu'on ne l'était au début de la saison. On dirait que l'ailier rapproché Will Dissly, ancien des Seahawks de Seattle, a développé une belle chimie avec le carrière des Chargers, Justin Herbert. Uncle Will de son surnom. Oui, plus de 10 points fantasy depuis la semaine numéro 6. Il a été ciblé à ses 5 derniers matchs, je dis, il a été ciblé 33 fois. Puis ça, 33 fois, plus de 6 fois par match. Donc, c'est ce qu'on recherche du côté chez un ailier rapproché parce qu'on sait souvent la position, elle est précaire. Lors de la semaine numéro 12, on affronte les Ravens. Ils sont dans le top 10 pour les points alloués aux alliés rapprochés adverses cette saison. Et Will Dissly, sérieusement, Didier, il pourrait être une option pour quelques semaines pour vous. Ensuite, on affronte les Chiefs et on affronte les Buccaneers qui sont tous les deux dans le top 5 pour les points alloués aux alliés rapprochés adverses cette saison. J'aime beaucoup la perspective de Will Dissly. Ça a fonctionné la semaine dernière contre les Bengals. Il a obtenu 80 verges et un touché. Je pense que Will Dissly, pour le prochain mois, disons ça comme ça, peut être une option intéressante pour vous parce qu'on en a parlé tout à l'heure. L'attaque aérienne des Chargers semble vraiment prendre son envol. Maintenant, du côté des Buccaneers de Tampa Bay, les rapprochés, Kate Otton est devenu la cible favorite de Baker Mayfield
depuis les blessures subies par Mike Evans et Chris Godwin. Mais là, tu penses que ça va pas se poursuivre, là, parce que Houghton a été très productif lors des derniers matchs. Je veux parler de Cade Otton parce que je pense que les propriétaires de Cade Otton, vous allez faire jouer Cade Otton. Je ferais de même si vous voulez mon avis. Sauf que cette chronique est pour vous dire que peut-être de tempérer vos attentes cette semaine parce que, justement, on en a parlé tout à l'heure, le retour de Mike Evans, vraiment, Mike Evans va commander de l'attention de la part de Baker Mayfield. Ça pourrait jouer sur la production fantasy de Cade Otton. C'est sûr que lors des 4 derniers matchs, il a obtenu 19 points fantasy en moyenne par match en format PPR. Il est vraiment en éclos et on voit l'éclosion de Cade Otton en ce moment. Mais je veux attirer l'attention aussi sur les Giants parce que c'est l'affrontement que Cade Otton aura lors de la semaine numéro 12. Et les Giants ont accordé seulement 332 verges et un seul touché cette saison aux ailiers rapprochés adverses. C'est le plus bas total de points alloués aux ailiers rapprochés au niveau fantasy. Donc, les Giants sont excellents contre la position d'ailier rapproché. Euh, donc, Cade Otton, retour de Mike Evans, plus la meilleure défense contre les ailiers rapprochés. Ça me laisse peut-être dire que Cade Otton ne connaîtra pas une semaine extraordinaire, mais on le sait qu'une semaine ordinaire à la position d'ailier rapproché, mais c'est quand même, ça peut faire la job, comme on dit. Ouais, en tout cas, ça sera à surveiller. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la part de Cade Otton. Je croyais pas qu'il allait être en mesure de transporter, entre guillemets, l'attaque aérienne des Buccaneers de Tampa Bay, mais c'est ce qu'il a fait là, lors des dernières semaines en jumelant ses efforts à ceux de Baker Mayfield. En tout cas, j'espère pour lui personnellement, parce qu'il a été une belle surprise, qu'il va pouvoir continuer d'être productif. Ben, t'as amené de bons arguments. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va arriver du côté de l'élite rapproché des Buccaneers de Tampa Bay. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour en termes de fantasy football et bien sûr, bon, des rencontres de la 12e semaine d'activité. Je te remercie pour ta contribution. On va voir si les Bears pourront te donner raison. Ça, c'est la première chose que je vais suivre Ça revient lors pas des matchs encore, de hein? dimanche. Ça revient pas encore. Je sais que tu te sens mal. Je sais que dans ton fort intérieur, tu as le goût de changer ton choix. Mais il est trop tard, là. C'est terminé. Non, 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 non. Je suis à l'aise avec mes choix. Bon, ben, parfait. On va se quitter là-dessus. Alors, Alors, je sais que ça va te torturer l'esprit au cours des prochains jours jusqu'à dimanche. Alors, merci Marc-André. On va se tourner maintenant vers vos questions. On en a reçu une cette semaine dans le cadre de la Minute des fans. Elle nous est parvenue par Emmanuel. Alors, Emmanuel, merci d'avoir pris le temps de nous envoyer une question. Puis ça concerne la Ligue canadienne de football, en particulier l'avenir de la Ligue canadienne au poste de commissaire. Salut Didier, il y a quelques semaines, nous avons appris le départ de Randy Ambrosie et l'identité du nouveau commissaire est encore inconnue à ce jour. Allons-y d'une hypothèse. OK, parfait, Emmanuel. Si tu étais destiné à devenir le prochain commissaire de la Ligue canadienne, OK, parfait, beaucoup de pression là, sur mes épaules. Quels seraient les principaux défis auxquels tu t'attaquerais durant ton mandat et quels moyens prendrais-tu pour relever ceux-ci? Un plaisir d'écouter ton podcast à chaque semaine. Ben, merci Emmanuel de nous écouter à toutes les semaines. Ben, écoutez, si j'étais commissaire d'un jour, là, le nouveau commissaire de la Ligue canadienne de football, euh, au point de vue des finances de la Ligue canadienne, parce que il y a plusieurs dossiers là, importants du côté de la Ligue canadienne de football. Moi, je crois, pour l'avenir de la Ligue, un des défis auxquels on s'est attaqué lors des dernières années du côté de la Ligue canadienne, c'est essayer de rajeunir la base de partisans là, au sein de la Ligue canadienne. C'est un problème qui perdure depuis plusieurs années. Lorsqu'on va au match de la Ligue canadienne, dans certaines villes en particulier, on se rend compte que les gens qui assistent aux rencontres commencent à être âgés. Donc, on veut rajeunir la base de partisans du côté de la Ligue canadienne. Je sais que c'est entamé, on met beaucoup d'efforts de ce côté-là, mais ça, c'est important pour l'avenir de la Ligue. Parce que très souvent, lorsqu'on parle aux jeunes, ils regardent la NFL, pourtant, sont des mordus de football de la NFL, mais pas nécessairement de la Ligue canadienne. Alors ça, il y a une amélioration qui doit être faite. Également, donner plus de ressources financières aux gens d'opération football à travers la Ligue, afin qu'ils soient en mesure de dépister, de trouver des joueurs de talent et de les amener au nord de la frontière au Canada, parce qu'on sait qu'il y a des ligues de développement maintenant au sud de la frontière, puis ce sont des joueurs qui sont de calibre afin de venir
jouer du côté de la Ligue canadienne. Donc là, les équipes doivent se battre avec les équipes de ces ligues-là, alors de leur donner plus de ressources financières également. Puis amener une 10e équipe éventuellement, ça fait longtemps qu'on en parle. Randy Ambrose n'arrêtait pas de nous en parler, il nous faisait des promesses. Ça s'est jamais concrétisé. Bon, il y a eu la pandémie qui est venue dérouter tout ça. Puis également, puis ça, c'est un défi de taille pour le prochain commissaire, parce que la réalité de toutes les équipes de la Ligue canadienne, elle n'est pas la même. On a certaines équipes qui ont des propriétaires, bon, comme à Montréal, du côté de la Colombie-Britannique, on a de nouveaux propriétaires. Euh, mais il y a également des équipes qui appartiennent à la communauté, comme les Rough Riders à Saskatchewan, les Blue Bombers de Winnipeg. Et puis ces équipes-là, on génère des revenus à tous les ans. Ça va bien du côté financier de ces équipes-là, mais on n'est pas prêt nécessairement à partager les richesses, si on peut dire. On a une mentalité que, bon, ça va bien de notre côté à Regina. Qu'est-ce qui se passe avec les 8 autres équipes? Ça nous concerne plus ou moins. Mais d'adopter un modèle comme on retrouve du côté de la NFL, afin de s'assurer que ça va bien aller du côté de la Ligue au complet, de changer cette mentalité-là. Ça, c'est un des nouveaux défis qui va attendre le nouveau commissaire. Alors, encore une fois, Emmanuel, merci d'avoir pris le temps de nous envoyer cette question. Et puis, on a reçu également une autre question en vidéo qu'on va écouter à l'instant. Bonjour Didier. Ma question cette semaine concernant l'AFC, avec la victoire des Bills en fin de semaine, je regardais le reste du calendrier pour les deux équipes. Je voulais voir si vous croyez que finalement ça va être les Bills qui ont plus de chances de finir à la tête de l'AFC, de la conférence au complet. Parce que je regardais ça, puis je vois peut-être un potentiel de 2 autres défaites des Chiefs. Tandis que les Bills, peut-être pas tant que ça, peut-être seulement une. Donc, en tout cas, voilà mon opinion. Je voulais voir la vôtre. Bonne journée. Régis, merci beaucoup de nous avoir envoyé cette question en vidéo. Régis, qui est possiblement le fan numéro un du podcast Le Sac du Cœur. Ben oui, mais moi aussi, je vois ça comme vous, Régis, parce que ça a vraiment été une grosse victoire de la part des Bills de Buffalo contre les Chiefs de Kansas City. Si les Chiefs avaient gagné ce match-là, ils seraient pratiquement assurés du premier rang d'association américaine. Du moins, ça aurait été très difficile afin de les rejoindre. Mais cette victoire-là de Buffalo, puis avec le calendrier, les calendriers qui restent aux deux formations, oui, il y a définitivement un chemin où les Bills pourraient être la première tête de série du côté de l'association américaine. Moi, j'espère que ces deux équipes-là vont s'affronter à nouveau lors des matchs éliminatoires. Sean McDermott, qui n'a pas hésité en 4e essai, il s'est dit c'est notre opportunité afin de finalement vaincre Kansas City et de leur envoyer un message. Quel jeu, hein? La course pour un toucher de Josh Allen. Allen qui a mis sa cape là, de Superman, il a transporté les Bills sur ce jeu-là. Alors que du côté des Chiefs de Kansas City, du côté de l'attaque, c'est toujours pas concluant, hein, offensivement du côté des Chiefs. Alors oui, les Chiefs sont vulnérables, pas juste parce qu'ils viennent de perdre contre les Bills de Buffalo, mais depuis le début de la saison, malgré le fait qu'on avait une fiche parfaite avant de se présenter à Buffalo, c'était pas comme les Patriots, supposons, de 2007, là, qui démolissaient toutes les équipes qu'ils affrontaient. On voyait que les Chiefs étaient vulnérables. On savait que c'était une question de temps avant qu'on perde un match. Finalement, ça a été fait. Alors, les Chiefs sont vulnérables. Est-ce que les Bills vont pouvoir les devancer au classement? Je continue de croire que Kansas City va être la première tête de série, étant donné qu'ils ont l'avance sur Buffalo. Mais si les Bills sont en mesure de les devancer, je ne serais vraiment pas surpris. Bref, ça va te donner quelque chose à observer du côté de l'association américaine d'ici à la fin de la saison. Alors, Régis, merci de nous avoir envoyé cette question. C'est toujours grandement apprécié. On vous invite à le faire comme Régis. Suivez l'exemple de Régis. Envoyez-nous vos questions par vidéo à l'adresse courriel lecsacducar@commercialgmail.com, lecsacducar@commercialgmail.com. Alors, on espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On remercie Guillaume à la technique et on vous reparle la semaine prochaine.